Hello tout le monde, cette semaine on vous propose une édition des coups de cœur un peu particulière. Si vous nous suivez sur 9e art, vous savez que tous les vendredis on vous propose une vidéo coup de cœur de la semaine. Et bien là on va changer un petit peu puisque c'est la dernière semaine de 2017, on vous propose nos grands coups de cœur de l'année. Pour les coups de cœur de l'année, vous vous dites va-t-il parler de Urban Comics? Va-t-il parler de Batman? Non. Mon coup de cœur pour l'année, du coup, c'est Imperium, sorti chez Bliss Comics, l'éditeur français de Valiant, qui s'est lancé sur le marché de l'édition depuis 2015. J'ai rattrapé Valiant un peu sur le tard, et ça m'a permis de découvrir l'intégrale de Harbinger en début d'année, qui est écrite par Joshua Dysart, et dont Imperium est la suite. C'est un ouvrage qui m'a énormément plu, d'une part pour son personnage, Toyo Harada, qui est donc le grand psiotique, donc une sorte de personnage avec des super pouvoirs le plus puissant au monde, et donc on va suivre le récit de son point de vue, c'est-à-dire qu'en gros il veut apporter la paix sur Terre, ce qui est bien. Par contre il veut le faire en étant un peu totalitaire, ce qui est un petit peu moins bien. Donc se placer du point de vue du méchant et d'avoir une vision aussi globale, ça permet à Joshua de développer pas mal de thématiques, notamment sur des thématiques de géopolitique, que ce soit à quoi est due la crise humanitaire dans le monde de façon globale, c'est-à-dire y a les flux de réfugiés, la vente d'armes par des pays qui sont censés être dans le Conseil de sécurité de l'ONU, ce genre de choses. Et en même temps, il y a du pur super-héroïque avec les héros de Valiant qui sont assez intéressants, et même un crossover par exemple avec Divinity, qui est un personnage capable de manipuler le temps, ça fait une histoire assez sympathique à suivre, ou des éléments de SF aussi qui arrivent. Bref, c'est vraiment complet, sauf sur la fin qui est un petit peu abrupte, mais bon, ça n'empêche pas le voyage d'être vraiment très plaisant, et j'avais vraiment envie d'en parler, j'avais pas pu le faire lors de la sortie, donc je le fais aujourd'hui. Et si jamais ça vous intéresse, je vous rappelle qu'il y a une super interview de Joshua Dysart sur Comics Blog en ce moment. L'année 2017 a été émaillée de nombreux superbes albums, et parmi ceux-là, il y a La Malédiction de Gustave Babel aux éditions Delcourt, réalisé par Jess. Dans l'univers de Gustave Babel, l'univers des contes de la pieuvre, tout un chacun a un don, un pouvoir particulier qu'il va pouvoir développer au fur et à mesure des années. Pour Gustave, il a la possibilité de parler toutes les langues, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les parler, de pouvoir les lire. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Babel. Mais ce don-là ne le qualifie pas, n'est pas sa profession. Sa profession, c'est tueur à gages. Il travaille pour une organisation criminelle et il est envoyé régulièrement sur des missions. Il doit assassiner, tuer, éliminer des individus. Là où cela devient atypique pour lui, c'est que à chacune de ces nouvelles missions, la victime meurt prématurément. Soit la victime meurt de maladie, soit d'un accident, mais toujours est-il que lui, finalement, se retrouve presque au chômage. Et il se demande si les trous de mémoire qu'il a, les cauchemars qui le tenaillent, ne sont pas liés à cette malédiction. Dans La Malédiction de Gustave Babel, il y a certes de l'action, mais il y a surtout beaucoup de poésie, beaucoup de moments de silence et de plénitude, puisque Babel est un tueur à gages certes, mais il aime la poésie, il en lit, et sa vie morcelée essaye de retrouver du sens avec cette littérature bien particulière. Jess, qui avait jusque-là fait La Brigade Chimérique et auparavant Carmen McCallum, se retrouve seul sur cette histoire, et il apporte vraiment toute son expérience et toute sa qualité d'écriture. Voilà ce qui m'a plu cette année, avec mille et une autres choses. Alors mon coup de cœur pour cette année, ça s'appelle Souterrain, c'est sorti chez Casterman et c'est écrit par un certain monsieur qui s'appelle Romain Baudy, qui est également au dessin de cet album. C'est un one-shot. De quoi ça parle? Ça parle de mineurs, on est à l'époque, on va dire début du XXe siècle, et on va suivre plusieurs personnages qui vont sous terre, forer tranquillement, pour le compte de richissimes patrons, bien entendu, et ils vont tomber sur des créatures un petit peu fantastiques, issues du folklore, à mon sens un petit peu nordique, mais je peux me tromper, donc ils vont tomber sur ces créatures-là, et aussi sur un robot que vous voyez sur la couverture, qui est plutôt très classe, et qui est en fait une machine qui est censée les aider à creuser sous terre.
Pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que je trouve qu'il y a déjà un pur sens de l'aventure avec cette idée d'aller sous terre, de trouver des nouvelles créatures, de nouveaux environnements. Il y a des nouvelles plantes, des nouveaux monstres. Il y a le robot aussi qui est super cool et super intéressant dans sa relation avec les différents mineurs qu'il est censé aider. Et d'un autre côté, on a tout l'aspect politique de l'œuvre qui est là aussi plutôt bien ficelé. Ça se mêle assez bien avec l'intrigue. Très clairement, c'est une BD assez engagée sur les conditions de travail, sur la possession par une toute petite partie de la chaîne, de toute la chaîne, là où les ouvriers sont un petit peu dépossédés petit à petit de leur outil de travail. Et il y a aussi une idée qui est plus tellement présente aujourd'hui, quoique avec les caisses automatiques et ce genre de choses, mais une idée très forte qui est celle que les ouvriers finissent par perdre en fait leur travail à cause de ce fameux robot. Et donc à l'époque on sabotait les machines. C'est vraiment, historiquement c'est assez pertinent, même si c'est pas du tout une histoire vraie ou une BD historique qui virait vers le fictif. Il y a énormément d'éléments qui sont véridiques. Et pour quelqu'un qui a un petit peu étudié l'histoire de ce milieu ouvrier, j'ai trouvé ça super intéressant de commencer dans un climat très pertinent, très réaliste, pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus fantastique et parfois donc science-fictionnel avec ce robot que je vous laisserai découvrir dans cet album. Du coup très bien foutu pour les dessins, sa composition, etc. Ça reste un découpage assez classique. On est dans du franco-belge chez Casterman, belle édition, tout ça, mais la façon dont les plans, petit lapsus cinématographique, mais effectivement dont les cases sont choisies, est vraiment très impressionnante. Il y a un grand sens du spectacle et on n'oublie pas tellement l'aspect politique de la BD en route. Donc si j'avais une BD à vous conseiller cette année à mettre sous le sapin, ce serait donc Souterrain, sorti chez Casterman. Alors mon coup de cœur de cette année, en fait, c'est j'ai décidé d'aller partir sur un truc un peu surprenant. Le truc qui m'a le plus surpris cette année, c'est Fairyland. Parce que vous imaginez bien que des coups de cœur, on en a plein tout au long de l'année. Donc je suis parti sur le truc qui m'a le plus surpris, c'est les aventures de Gertrude. Donc I Hate Fairyland, c'est chez Urban Comics. Il y a déjà 2 volumes, puisque le premier est sorti en début d'année, le deuxième en fin d'année. Gertrude, en fait, c'est une petite fille qui, un petit peu comme Dorothy du Magicien d'Oz, est tombée dans un monde enchanté, un monde magique, un monde absolument merveilleux dans lequel tous les gens sont avec des petites couleurs acidulées, des petites couleurs mignonnes, ça sent bon le sucre, ça sent bon la barbe à papa. On a envie d'y rester des années, sauf que en vrai, quand vous y restez plus de 25 ans, ce qui est le cas de notre pauvre Gertrude, on finit par devenir frappadingue. Le plus drôle en fait dans cette aventure, c'est que c'est Skottie Young qui la dessine et qui la scénarise. Skottie Young avait fait, on le connaît en France pour quelques adaptations du Magicien d'Oz, donc un univers plutôt mignon, plutôt gentil. Cette fois, il reprend un petit peu les mêmes codes graphiques. Il a un dessin qui vraiment, vous allez voir, va vous emmener dans un côté tout mignon. Si vous aimez des choses à la Happy Street Friend, vous voyez ces petits animaux trop mignons qui finissent complètement frappés et complètement disloqués, et bien là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que cette petite fille, elle est toute mignonne d'apparence dans un monde tout mignon et elle en a ras-le-bol, elle veut sortir, elle a entendu parler qu'il y avait moyen de sortir en fait de ce lieu, mais elle en peut plus du tout, elle a juste envie d'abattre des gens. Quand les gens lui répondent, elle a envie de les buter, voilà, on est vraiment là-dedans. Vous le voyez avec sa hache. Alors ne vous faites pas avoir par ce côté tout mignon, ce n'est pas pour les enfants, c'est bon pour les ados qui sont en rébellion avec tous les trucs de l'enfance, c'est génial. C'est bon pour les adultes aussi qui ont envie de jouer à ce petit jeu de est-ce qu'on peut pas casser et briser un petit peu nos rêves d'enfance, puisqu'il y a un moment où on devient adulte, on prend conscience de choses. Voilà, elle c'est un peu ça. Elle prend de la drogue, elle s'envoie plein de trucs et il y a sa petite conscience qui est le petit Gemini Cricket qui est avec elle, qui est une espèce de pourriture qui va pas trop l'aider, mais qui la suit dans toutes ses aventures. Donc voilà, si vous avez envie de vous mettre une bonne grosse claque et une bonne surprise, je vous invite à découvrir I Hate Fairyland, c'est chez Urban Comics. Il y a déjà 2 tomes et vous allez voir, vous allez vous éclater. Mon coup de cœur de l'année, aucune surprise, il s'agit d'Elric tome 3, Le Loup Blanc. Je suis un grand amateur de cette série, je vous en avais déjà parlé il y a 4 ans ou 3 ans, puisque c'était la sortie du 2e tome lors des coups de cœur calendrier de l'Avent Arts qu'on avait fait en vidéo. Je vous invite à regarder, puisque depuis, je suis beaucoup plus beau. Et pourquoi je vous le conseille? Parce que forcément, en fait, c'est une œuvre de fantasy qui est culte, donc évidemment qui a été éditée en roman de Michael Moorcock. Et là, c'est l'adaptation du coup de Julien Blondel, Jean-Luc Cano, Robin Recht et
Julien Tello. Que dire, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de pages, bon c'est une bande dessinée mais c'est incroyablement dense, je vous le conseille à fond parce qu'il y a plein de choses à manger, que ce soit rien qu'en termes d'univers, vu que c'est un univers de fantasy que vous ne connaissez pas forcément, donc connaître les villes, les capitales et tout, les tenants, les aboutissants, mais c'est surtout le personnage d'Elric qui est évidemment central, puisque Elric est empereur, mais qu'en même temps il est un peu différent des autres puisqu'il est albinos et qu'il a des problèmes de santé, donc il est faible, et il apparaît aux yeux du monde que tout le monde peut lui piquer son trône, et évidemment c'est ce qui va arriver. Et du coup on le retrouve un peu là en train d'errer dans ce tome 3 à travers le monde. Il est lié à son épée maudite, Stormbringer, qui fait qu'il est obligé de tuer des gens pour sa soif de sang. Et en fait, pourquoi j'aime autant Elric? Parce que c'est juste incroyable en termes de politique, en termes de caractérisation de personnages, en termes de visuel, rien qu'au terme du dessin, c'est vraiment magnifique. Et pour moi, c'est incroyablement dense, il y a beaucoup de choses à manger, à picorer ici et là. Et du coup, franchement, je vous le conseille, il y a 3 tomes, donc c'est parfait pour rattraper si vous n'avez pas commencé à le lire, puisque les 2 tomes sont disponibles chez Glénat, et vous pouvez les récupérer assez facilement. Et en plus, c'est pas terminé, c'est la fin du premier cycle ici, où c'est le prochain tome, je crois qu'il sera là. Oui, le prochain tome, tome 4, ce sera la fin du premier cycle. Et du coup, ce qui fait qu'on est parti sur une histoire qui va sûrement durer encore quelques temps. Et je vous le conseille, achetez, lisez Elric. C'est joli. Mon coup de cœur de l'année, c'est L'Esprit du Camp de Michel Falardeau. Alors c'est l'un de mes coups de cœur de l'année parce qu'il y en a plein, parce que la BD c'est formidable. Mais moi j'ai décidé de vous présenter celui-ci parce que je trouve qu'on en a peu parlé et qu'il est trop bien. Alors Michel Falardeau, c'était un auteur que je connaissais déjà un petit peu, mais cette BD là j'ai vraiment flashé dessus. Donc de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire en fait d'une jeune adolescente qui est assez introvertie, qui s'ennuie un peu dans sa vie, elle a qu'une seule copine et tout ça, enfin bon voilà, c'est une meuf chiante quoi. Et en gros sa mère lui dit bon, tu vas sortir un peu de ta coquille cet été, tu vas partir en colonie de vacances, tu vas être animatrice de colo. Donc elle se retrouve voilà à s'occuper de toute une bande de mioches alors qu'elle déteste les gens. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'il va y avoir une dimension fantastique parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a un esprit bizarre sous la forme d'un orignal, je crois, c'est une sorte de reine de là-bas, donc sous la forme d'un orignal un peu décrépit avec des yeux bizarres, et ce serait un esprit étrange qui serait lié d'une certaine façon au chef du camp. On ne sait pas trop comment ça se passe, donc déjà il y a cette dimension fantastique qui est trop bizarre et qui fait un petit peu peur, et puis ce qui est trop cool aussi, c'est qu'elle a donc la bande de mioches dont elle s'occupe, c'est une bande de petites rouquines insupportables, et elles sont trop drôles, elles posent tout le temps des questions bêtes, elles mangent tout ce qu'elles trouvent par terre et tout, elles sont insupportables et trop marrantes, et on a trop envie d'avoir un spin-off spécial sur ces nanas. Donc voilà, c'est une BD qui est drôle, c'est une BD qui est pleine d'aventures et qui est pleine aussi de Québécois. Voilà, parce que ça se passe au Québec et du coup, ils utilisent un dialecte québécois des fois qu'on a du mal à comprendre. Du coup, il y a un petit lexique en chaque début de chapitre. Donc on apprend plein de trucs et c'est rigolo. C'est le premier tome, il y en aura seulement 2. Le deuxième, je ne sais pas pour quand il est prévu, mais j'ai hâte.